Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bonsoir Sébastien. Très très content de pouvoir te recevoir sur le podcast Parlons de votre mental ce soir. Je te remercie d'avoir répondu présente. Je vais te demander de te présenter. Eh ben écoute, déjà je tenais à te remercier pour cette opportunité parce que moi tout ce qui touche au mental, ça me passionne. Alors je m'appelle Prana, je suis une ancienne gymnaste rythmique reconvertie dans la pole dance, mais maintenant je suis retraitée de pole dance et là actuellement je suis coach en souplesse du corps et de l'esprit, c'est-à-dire que je suis en fait préparatrice mentale et j'ai continué en fait dans ma spécificité qui était la souplesse grâce à la gymnastique rythmique. Donc je donne des cours d'assouplissement, sans oublier bien sûr le fitness parce que je mets un point d'honneur sur les équilibres et pour moi il peut pas y avoir d'assouplissement sain et sécuritaire sans renforcement musculaire. Donc je fais les deux. Voilà. On va faire un petit tour de ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours ? Eh ben mon parcours, il m'inspire une détermination et une persévérance exemplaire en fait. Parce que je suis tombée dans un sport pour lequel je ne suis pas faite. C'est-à-dire la gymnastique rythmique, il faut être très très mince, très très souple, plutôt blanche à mon époque et c'est tout ce que je ne suis pas. Et pourtant, j'ai réussi à avoir un niveau national et à pas laisser tomber. C'est un petit peu pareil pour la pole dance parce que après la gymnastique rythmique, quand je me suis reconvertie dans la pole dance, c'est pareil, j'ai pas l'impression d'être faite pour cette discipline parce que je suis assez lourde. J'ai un corps très dense, très musclé et ça pèse sur les articulations. Mais j'ai pas lâché et j'ai fini avec 2 titres de championne de France, un titre de championne du Canada et une carrière assez cool avec le recul. Et du coup, voilà, détermination et persévérance. Ce sont les 2 adjectifs que je mettrais sur mon petit parcours sportif. Voilà, tout de suite, j'ai envie de dire waouh. Du coup, allez, je te fais un petit deuxième waouh. Et du coup, de quoi es-tu le plus... J'adore les waouh. Là, maintenant. Eh ben, sincèrement, Sébastien, là, je peux te dire que je suis devenue la femme que je rêvais d'être, en fait. Et c'est énorme. Je me sens accomplie. Je suis fière de ce que je suis. Et ça vient d'une femme qui a une enfance où elle ne s'aimait pas. Ça vient d'une petite fille qui ne s'aimait pas du tout. Et du coup, de pouvoir te dire ça, c'est énorme. C'est énorme pour moi de te dire ça aujourd'hui. Alors, tu t'aimais pas du tout. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bah, disons que, en fait, j'ai 2 frères, moi, et puis le souvenir, en fait, que j'ai de mon enfance, c'est que déjà, j'ai grandi dans une famille où c'était pas assez. Tu vois, c'est comme ça que j'ai été élevée, comme beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnes, j'ai énormément échangé sur ça et il y a beaucoup de personnes pour tes le cas. C'est quand tu ramènes une bonne note à la maison et que tes parents te demandent, au lieu de te féliciter d'avoir amené un 18 sur 20, on te demande quelle est la meilleure note. Et si quelqu'un a eu un 18,5 ou un 19, là, la deuxième question, c'est pourquoi t'as pas eu ça ?
Mais du coup, il n'y a pas de bravo, il n'y a pas de bravo, il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas de je suis fière de toi. Et à côté de ça, l'un de mes deux frères passait son temps en fait à m'humilier, à me rabaisser, à me dire que j'étais grosse, moche, conne. Et du coup, j'ai grandi avec ça, avec cette image de cette image-là de moi. Et donc c'est pour ça je n'aimais pas ce que j'étais, je n'aimais pas mon prénom, je n'aimais pas ce que j'étais. Par contre, j'étais très très amoureuse de la gymnastique rythmique parce que je pense que quand tu ne t'aimes pas, ton cerveau et ton mental du coup va être attiré par justement les choses opposées à toi. Donc quand j'étais petite, je voulais être mannequin. Genre mannequin podium, les filles d'1m80 maigres, tu vois, je voulais être mannequin, filiforme, et la gymnastique rythmique, c'est un peu ça. Donc j'étais vraiment, c'est une discipline où même aujourd'hui, je trouve ça, pour moi, c'est le plus beau sport du monde. Je trouve ça merveilleux. Et c'était tout ce que j'étais pas. C'était tout ce que j'étais pas, et petite, je me dis tout ce que je ne serai jamais, en fait. Et voilà, j'aimais pas ce que j'étais. Et puis en plus, je suis une fille des années 80. Quand t'es années 80, il y avait le racisme, tout ça. Enfin j'aimais pas ce que j'étais. J'aimais pas mon prénom, j'aimais pas mon enveloppe, j'aimais pas grand chose de moi en fait. Donc, j'aimais mon sport, j'aimais mes amis, j'aimais les activités, mais j'aimais pas ma personne. Avec tout ce parcours, est-ce que aujourd'hui, si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que tu penses avoir rendu possible tes impossibles? Eh ben, je pense en être l'exemple, l'incarnation même, justement de par une pratique de 15 ans de gymnastique rythmique, de par The Island. Je sais pas si tu connais l'émission d'M6, The Island. Ouais, ça me dit quelque chose. Désert, je l'ai fait. J'ai fait The Island alors même que je suis une fille de la ville qui, à l'époque, disait qu'elle n'aimait pas la nature. Et j'ai fait The Island de mon propre chef, de mon plein gré. Donc c'est énorme. Je suis devenue maman, je suis maman solo. C'est incroyable en fait ce que je vis. Donc effectivement, cette expression-là, je l'incarne. Je rends possible l'impossible. Et c'est magnifique. Je suppose que le mot mental, ça te parle? Ah ben j'adore. Alors c'est quoi pour toi le mental? J'adore. Pour moi, le mental, c'est une puissance interne qui nous permet d'aller au-delà de nos capacités conscientes lorsqu'il est bien seté, et qui peut aussi nous freiner ou nous limiter, donc pour aller en dessous de nos capacités lorsqu'il n'est pas bien paramétré en fait. Voilà comment je définirais le mental. Et je devais définir un bon mental? Du coup, derrière le bon mental, c'est le mental qui est justement bien paramétré. En fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, si... L'histoire de mauvais mental, tout ça, j'ai l'impression que, en tout cas, je vois autour de moi, que je pense que c'est un choix, en fait. On veut pas y croire parce que ça nous permet de rester dans sa zone de confort et de se dédouaner, en fait, d'avoir des résultats médiocres. Je pense que quand on se dit « Ah, j'ai pas le mental », tout ça, c'est une manière de subir la négativité et de se dédouaner. Et je pense que c'est un choix, en fait. Voilà. Je pense que c'est un choix. Inconscient, mais c'est un choix. Alors, apparemment, ça n'a pas été ton choix. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Pour avoir un bon mental, donc tu as fait le choix certainement de le travailler. Comment tu fais pour travailler ton mental au quotidien? C'est beaucoup de travail de développement personnel en fait. C'est une prise de conscience sur mes capacités et la possibilité en fait de réaliser mes rêves. La prise de conscience de cette possibilité-là, en fait, de ces ressources que j'ai en moi pour faire en fait de mes rêves une réalité. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un choix parce que j'ai pas toujours été Alors, j'ai toujours été très vivante. Toutes les personnes qui me connaissent vont te dire que j'ai la joie de vivre. Et pourtant, j'ai pas toujours été joyeuse au fond de moi, notamment de par mon passé que je t'ai partagé au début de ce podcast. Et en fait, c'est cette prise de conscience qui m'a permis de réaliser qu'en fait, c'est mon choix en fait de voir la vie comme ça. C'est mon choix de subir en fait et de
et d'adhérer au fait que je sois grosse, moche et conne, parce qu'en fait, ce n'est pas ce que j'étais. C'était juste mes pensées. Mais c'était pas ce que j'étais. Et en fait, par le développement personnel, j'ai appris et j'ai compris qu'on pouvait contrôler ses pensées. On pouvait les changer. Et ça a été énorme. Et à partir de ce moment-là, c'est une renaissance, vraiment. Et c'est récent. C'est récent, ça date de cette année. Ça date de cette année, ça s'est fait en palier, bien sûr. Mais cette prise vraiment de conscience sur le contrôle de ses pensées, sur le fait de ne pas subir ce qui nous arrive, de subir la négativité, tout ça, ça date de cette année. Parce que j'ai profité du confinement pour non seulement passer mon diplôme de préparateur mental, mais aussi en fait une formation sur le développement personnel. Et j'ai fait les deux en parallèle, c'est très complémentaire. Et ça m'a révolutionné la vision que j'ai de la vie. En fait. Le travail a été énorme. Dans ton choix là de te former à la préparation mentale, quels sont les outils que tu as pu mettre en place pour changer en tout cas tes pensées parasites qui t'amenaient vers des ancrages négatifs? Alors les outils, c'est ce qu'on appelle du coup le modèle. Ce dont je te parlais, c'est le fait de contrôler ses pensées. Et après la formation vraiment de préparateur mental a enrichi ma pratique, parce que autant pour moi je broyais facilement du noir, même si j'étais une personne au premier abord très vivante, très joyeuse. Mais au fond, tu vois, j'ai eu vraiment des périodes vraiment de down. Mais par contre, pour les autres, j'étais vraiment celle qui remontait et qui boostait les troupes. Et ça, je l'ai toujours été. C'est-à-dire que comme je ne m'aimais pas, j'avais une passion pour l'autre, en fait. Je m'occupais de l'autre. Et l'autre, je le mettais toujours au-dessus de moi. Je voyais toujours l'autre comme quelqu'un de plus important que moi, et prendre soin de l'autre m'a toujours passionnée vis-à-vis de ça. Parce que avant, s'occuper de l'autre, c'était ne pas s'occuper de moi. Et d'ailleurs, j'ai le syndrome du sauveur, carrément. Dès que quelqu'un dans un problème, j'ai ce syndrome-là, le syndrome du sauveur. Mais pour en revenir à ta question, je pense que j'ai réussi à utiliser en fait tout ce travail de développement personnel, mais avec l'outil principal pour moi, ce qui a vraiment révolutionné tout, c'est le fait de contrôler ses pensées. Le fait d'avoir l'information qu'on puisse contrôler ses pensées. Parce que moi, avant, je pensais l'inverse. Je pensais qu'on subissait nos pensées, mais pas qu'on pouvait les contrôler. Et quand je dis les contrôler, c'est-à-dire que quand une pensée arrive, le fait de pouvoir, prendre un recul par rapport à cette pensée, l'analyser, la renverser pour la transformer. Et pour ensuite, du coup, se retrouver dans une autre vision, et du coup, beaucoup plus positive. Et ça, ça a bouleversé complètement ma vie, en fait. Je vis plus de la même manière depuis. Et je suis super heureuse aujourd'hui. C'est merveilleux. Ça, c'est super. En tout cas, une formation, en tout cas, certainement passionnante. Et merci le Covid et le confinement pour avoir permis en tout cas, de découvrir des nouveaux outils pour ton développement personnel. C'est ça. Avec le Covid, on a beaucoup été enfermés. On a pu, pour la plupart, découvrir en tout cas des nouvelles choses. Est-ce que tu penses qu'il est important de se connecter avec soi-même? Je pense qu'il est essentiel de se connecter avec soi-même. Sauf s'il y a un dysfonctionnement sur la vision qu'on porte de soi-même, sur soi-même. C'est-à-dire, et là je parle notamment pour le sport, mais ça pourrait s'appliquer même dans la vie, parce que je l'ai vécu. Quand tu ne t'aimes pas oui, c'est ça, quand tu ne t'aimes pas ou que tu as vraiment c'est ce que j'appelle le dysfonctionnement de la vision, tu vois, de ton image, des fois une déconnexion peut permettre un résultat positif. Je te prends l'exemple quand on dit la rage de vaincre, des choses comme ça. Avoir la rage, c'est pas un sentiment positif en soi. Tu peux gagner un combat, une compétition par rage, par haine, par tu vois, où vraiment tu te déconnectes de toi
Et tu peux aller vers ce résultat à un moment T. Alors, je pense pas que ce soit sain et je pense pas que ça puisse être périn. Mais par contre, pour un moment T et pour atteindre un résultat à un moment T, je pense que cette déconnexion peut être possible dans ce cas de figure-là. Donc alors je résume la réponse parce que du coup on s'embrouille un peu. Je pense que donc être connecté avec soi-même c'est essentiel, sauf dans le cas de figure où t'as un problème avec toi-même. Et dans ces cas-là, il faudrait se déconnecter pour pouvoir atteindre un résultat, pour pouvoir faire une performance en fait. C'est un concept intéressant. En tout cas, c'est ce que tu veux nous dire, c'est se déconnecter de nos ancrages négatifs pour aller voir ailleurs, quoi. C'est ça. Exactement. Parce que je pense que après, c'est jamais trop tard pour se reconnecter avec soi-même et que au final, c'est essentiel la connexion avec soi-même pour être bien avec soi-même. Celle-là, elle est essentielle. Mais pour ce qui est du mental et aller chercher une performance, parce que là, je parlais notamment du sport, mais ça peut être aussi dans l'entreprise ou quelque chose comme ça. Ça peut être une performance professionnelle dans une entreprise. À un moment T, la déconnexion peut être intéressante et peut te permettre d'aller chercher plus loin et de pas justement subir ce négatif que tu pourrais ressentir en étant connecté avec toi-même, en fait. On va passer à une thématique certainement qui va te parler, c'est la confiance en soi. Comment, du coup, tu as réussi à construire une confiance en toi? Je vais te dire que la prise de conscience, c'est par l'écoute des autres, que c'est grâce aux autres. C'est-à-dire que je vais développer parce que on entend souvent des expressions on est seul, on meurt seul, ou on s'en fiche du regard des autres, ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'en parlais tout à l'heure justement avec une copine. En fait, on n'est rien sans les autres. On dépend forcément des autres. Et quand je dis ça, c'est que déjà, on ne naît pas seul. On naît en provenant du corps de quelqu'un d'autre déjà. Ensuite, on est éduqué et influencé et en communication avec les autres. Et quand je dis les autres, ça peut être notamment des êtres humains, mais ça peut être aussi des animaux, ce qui nous entoure, des plantes. Forcément, en fait, toute notre vie, elle est construite par rapport aux autres. Notre force, elle provient souvent de nos blessures, et tout ça, en fait, ça provient souvent des autres. Aujourd'hui, ma prise de conscience à moi, elle s'est faite grâce aux autres. Rien que suivre les formations, ce sont des formations qui sont produites et générées par d'autres personnes. C'est pour ça que je suis très reconnaissante du monde qui m'entoure, des autres, mais je suis consciente que notre bonheur ne dépend pas des autres. C'est-à-dire que les autres ne doivent pas être le déterminant de notre bonheur et de notre malheur, mais un moyen. C'est un moyen d'atteindre justement notre bonheur et nous reconnecter avec nous-mêmes. Et en tout cas, pour moi, cette prise de conscience-là, elle s'est faite grâce aux autres, tout simplement, à la richesse que les autres m'apportent. Et quand moi, je passais mon temps à ne pas m'aimer, j'ai eu des personnes qui m'ont aimé. Et en fait, ces personnes-là qui te disent que tu es exceptionnel, qui te partagent leurs sentiments et leur vision de toi, qui est opposée à ta propre vision. Un jour, j'ai décidé de les entendre, puis de les écouter, puis d'y croire, puis de croire en leur discours, et ainsi de suite, jusqu'à être aujourd'hui à pouvoir te dire que j'aime la femme que je suis. Si j'aime la femme que je suis, c'est grâce aux autres et grâce à l'amour que les autres ont pu me porter quand moi j'étais occupée à ne pas m'aimer. Ouais, c'est intéressant ton approche. Je trouve que tu as une approche déjà très positive par rapport à ça. J'aimerais savoir comment tu fais pour rester positive au quotidien. Aujourd'hui, le négatif pour moi n'est même plus négatif. C'est-à-dire que le négatif, en fait, je le vois comme quelque chose de positif. Parce que le négatif est en fait une information. Je le prends comme ça. Le négatif est une information.
c'est tes pensées qui font que la chose est négative ou pas. La circonstance, elle est toujours neutre. C'est ta vision et tes pensées de la circonstance qui feront que la circonstance pour toi est négative ou elle est positive. Mais en soi, la circonstance, elle est toujours neutre. Quand tu crois en ce truc-là, que la circonstance est toujours neutre et que ce sont tes pensées qui déterminent si c'est positif et négatif, et que derrière, tu contrôles tes pensées et que donc tu peux transformer ta pensée négative en pensée positive, du coup, le négatif, c'est merveilleux à gérer, en fait. Quand j'ai quelque chose de négatif, en fait, c'est pas que la chose est négative, la chose est neutre. C'est ma pensée qui sera négative. Je l'observe, je l'analyse, je me demande pourquoi je pense comme ça, parce que ça m'en dit aussi beaucoup sur moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la négativité est en fait une information, que derrière tu traites en fait l'information. Du coup, le fait de traiter l'information, ça enrichit ton propre esprit et ça devient déjà positif. Et ensuite, après analyse de la situation, tu transformes ta pensée, tu regardes d'un autre point de vue, tu te rends compte que en fait, le négatif peut devenir positif parce que maintenant ta pensée est positive, et puis après, tout devient positif. Tout ça pour te dire que en fait, le négatif est quelque chose de positif pour moi. Voilà comment je traite et je gère le négatif. En fait, le négatif n'existe pas, et s'il existe, il est positif. Ok, écoute, j'ai bien compris, et ton verre, il est toujours plein. Il n'est jamais ni à moitié vide, ni à moitié plein, mais toujours plein. Exactement, il est toujours plein. Et même si, en fait, c'est que même si il se vide, il y aura toujours la ressource, le robinet à côté où tu peux le remplir, en fait. Du coup, c'est pas un problème qu'il soit vide. C'est ça, en fait. En fait, ton verre peut se vider, mais en fait, t'as le robinet à côté, t'as la ressource à côté pour le remplir. Et le temps de le remplir, le fait de porter ton verre, de l'amener au robinet, t'auras brûlé des calories et c'est positif. Tu vois, le fait de porter le verre, t'auras travaillé ton biceps, ton avant-bras. Tu vois, c'est positif tout ça. Ok, je vois. Alors, quels sont tes trucs pour te motiver? Pour me motiver. Pour me motiver. La vie, l'univers, je suis tout le temps motivée, en fait. Je suis tout le temps motivée. Mais en fait, voilà, moi, je suis tout le temps motivée. Je peux avoir des moments de flemme, mais là, j'ai l'habitude de dire que la flemme n'est qu'une courbature mentale. Donc, la motivation est toujours présente parce que, justement, j'ai la foi en l'univers, en fait. J'ai la foi en l'univers, à la synchronicité des choses. Donc, tout ce que je fais m'anime aujourd'hui. Donc, ma motivation, elle est permanente. Ma motivation est permanente. Et quand je suis dans un état de flemme, pour moi, je n'ai pas une perte de motivation. C'est juste un besoin de repos. Mais ma motivation, elle est toujours là. Est-ce que tu as besoin de te fixer des défis pour avancer? Alors, je te dirais que les défis viennent à moi, en fait. Les défis viennent à moi parce que comme je te parlais de l'univers, j'avance, j'ai des projets, j'ai des choses et en fait, ça vient à moi et c'est pas, je vais pas aller chercher, c'est un besoin parce que c'est toujours là. Ou sinon, ça pourrait se tourner ma phrase en inverse, hein. C'est un besoin, mais parce que c'est toujours là aussi. Tu vois, comme le besoin d'aller faire pipi, il est toujours là. mais j'avance en fait. C'est comme la motivation. C'est comme la motivation. En fait, je considère que chaque jour est un défi, mais chaque jour est une opportunité en fait, bonheur. Et tous les jours, je fais le vœu de vouloir passer une bonne journée et de passer une bonne journée derrière, parce que je passe une bonne journée. Forcément, parce que le négatif n'existe pas. En tout cas, que le négatif est positif. Donc, j'avance comme ça et c'est magnifique. Beaucoup disent que pour réussir, il faut avoir un plan. T'en penses quoi? Alors, cette histoire de plan. Avec la foi en l'univers dont je te parlais, je crois que j'ai tellement la foi en l'univers que j'ai pas besoin de plan. Le plan, c'est l'univers qui l'a pour moi.
et c'est très très bien organisé. Par contre, l'univers va te mettre of course des échéances. Tu peux avoir des objectifs, tout ça. Beaucoup en fait attendent d'avoir un plan pour agir déjà, mais tous les jours en fait le plan il s'élabore tous les jours pour moi et je trouve ça merveilleux et je le vis merveilleusement bien. Je pense que les choses sont parfaitement organisées et que le timing est toujours parfait. Donc plan ou pas plan? Plan, mais de l'univers. C'est bien au-delà de nous. Je pense que c'est au-delà de nous. Est-ce qu'il t'arrive de connaître la pression ou le stress? Alors avant, oui. Avant tout ce travail sur le développement personnel, oh que oui. Oui. C'est beaucoup de pression, mais j'ai toujours aimé l'adrénaline, mais oui, je ressentais un mauvais stress. Par contre, mon mauvais stress me permettait de produire des choses merveilleuses parce que justement, je sortais de moi. Donc, j'avais cette déconnexion dont on parlait tout à l'heure. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai gagné mes deux titres nationaux. Stressée à en pleurer avant d'aller sur scène. Mais une fois sur scène, j'ai une déconnexion, j'ai l'impression de ne plus être en moi. Et là, j'envoie du steak. La meuf envoie du steak. Et après, une fois que la performance est finie, je suis en mode waouh, ok, c'était qui là? Tu vois? Du coup, c'est pour ça que je te parlais de la déconnexion tout à l'heure, parce que je l'ai vécu. Maintenant, aujourd'hui, avec tout le travail de développement personnel, je n'ai plus de stress. Je peux avoir de l'adrénaline, parce qu'en plus, j'aime ça, mais je n'ai plus de stress. Parce que le pire qui puisse nous arriver, c'est de ressentir une émotion. C'est ça que j'ai. C'est la phrase que je peux te ressortir de la formation sur le développement personnel. La pire chose qui puisse nous arriver est de ressentir une émotion. C'est tout. Parce que la circonstance est toujours neutre. Et que du coup, tu peux avoir une pensée négative ou une émotion négative qui va amener une pensée négative, parce que si ça peut marcher dans ce sens-là, mais c'est pas grave en fait, parce que ça passe. Et quand tu contrôles tes pensées, t'as plus aucune raison de stresser. En tout cas, d'être dans un mauvais stress. T'as plus de problème en fait. Bon, bah c'est super comme méthodologie là. J'aime bien. Magnifique. J'aime beaucoup. Magnifique. L'idée c'est de se centrer sur ces émotions, de les ressentir, ensuite de pouvoir les accepter et puis de mettre en œuvre des choses pour aller de l'avant. Si je synthétise. Tout à l'heure, tu nous disais que pour acquérir une confiance en soi et puis aller vers de la performance, l'idée c'était aussi de se focaliser sur les pensées qu'on peut contrôler et on va dire de switcher celles qui nous amènent vers des spirales négatives. Est-ce que tu crois qu'on peut toujours le faire? Quand on en est conscient, on peut le faire. En fait, on ne peut pas le faire quand on ne le sait pas. C'est pour ça que, pour moi, ça a été rien que l'information. Tu peux contrôler tes pensées. Cette information, elle a été énorme pour moi parce que je le savais pas. Jusqu'à ce moment-là, je les subissais. Et maintenant, quand je fais mes sessions j'appelle mental boost, à mes bombes, je les appelle mes bombes, c'est les filles que j'ai dans mon groupe d'assouplissement. Il y a des filles qui n'ont pas cette information et qui sont, quand je leur dis ça, tu peux ne pas y croire en fait. Ça, tu peux me dire, mais moi j'y crois pas. En fait, on peut y croire ou on peut pas y croire. Et là, je leur prends comme exemple le Père Noël. J'explique que quand on est petit, on nous dit, voilà, le Père Noël, il va venir, il va te mettre des cadeaux sous le sapin, on est petit. Nous, on n'a jamais vu le Père Noël débarquer dans notre cheminée. D'ailleurs, on habite dans un appartement, on n'a pas de cheminée, mais on se dit quand même, ouais, le Père Noël va venir, il est trop fort, il va passer par la fenêtre, etc. C'est-à-dire, on va créer une histoire, mais parce qu'on y croit, en fait. On y croit. On nous montre le Père Noël à la télé, on sait à quoi il ressemble, tout ça. Voilà. On croit au Père Noël.
Ensuite, on grandit et on a l'information que le Père Noël n'existe pas. Donc, ça peut être nos parents qui nous le disent, ça peut être souvent, c'est une fuite d'un grand frère, d'une grande sœur, d'un copain d'école, tout ça. Et là, c'est toi qui décides d'y croire ou pas. Et en général, on n'y croit plus au Père Noël. C'est-à-dire, on a eu l'information, le Père Noël n'existe pas. Du coup, j'assimile l'information et je n'y crois plus. Sauf que, pas la preuve qu'il n'existe pas, en fait. Juste, on a l'information et on décide d'y croire ou pas. En fait, on pourrait très bien te dire, le Père Noël n'existe pas, et toi, tu pourrais très bien te dire, si, il existe. Parce que tu crois qu'il existe et tu veux croire à son existence. Mais en fait, tu as l'information qu'il n'existe pas, tu assimiles cette information et toi, tu décides de croire qu'il n'existe pas. Alors même qu'on n'a pas la preuve qu'il n'existe pas. C'est tout ça pour dire que c'est toi qui décides d'y croire ou pas. Tu décides de croire en ce que tu veux ou pas. Et donc, pour revenir à ta question, quand tu n'as pas l'information que tu peux contrôler tes pensées, forcément, en général, tu crois que, tu sais pas que tu peux les contrôler, donc tu penses que tu les contrôles pas. Quand tu as cette information, là, tu décides d'y croire ou pas, et ensuite d'appliquer ou pas. Après, en général, je prends les exemples des hypnotiseurs de spectacle. Je crois que le grand, c'est Mesmer, il s'appelle, hypnotiseur super connu. Oui. C'est ça? Ouais. Alors, tu prends Mesmer, et puis même les hypnotiseurs on a tous l'image, tu sais, de la personne allongée entre deux chaises qui reste en planche alors qu'elle est endormie. Tu vois, super solide et voilà. Quand tu regardes un spectacle d'hypnose, il se passe des choses sous tes yeux et tu décides d'y croire ou pas. Il y a des gens qui vont te dire, moi, j'y crois pas. Alors même que leurs yeux sont en train de voir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils décident de ne pas croire ce qu'ils voient. Et si je te dis ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui disent, je crois que ce que je vois. Et malgré que tu vois une personne qui tombe dans les pommes, qui parle chinois alors que la personne elle est française, et parce que Mesmer il a fait un truc qui fait que maintenant la personne parle couramment chinois, et quand elle se réveille elle ne sait pas qu'elle parle chinois, et c'est incroyable, et tu te dis ou tu y crois ou tu te dis mais c'est truqué, je n'y crois pas. Donc ça veut dire que dans l'exemple du Père Noël, les enfants, quand on dit que le Père Noël n'existe plus, tu décides de croire quelque chose dont tu n'as pas de preuve visible. Et dans l'exemple de l'hypnose, tu décides de ne pas croire quelque chose que tu vois. C'est bien la preuve que nous, en tant qu'êtres humains, on décide ce qu'on veut croire et ce qu'on ne veut pas croire. Donc, je pense que contrôler ses pensées, tout ça, contrôler du coup la négativité, le stress, c'est possible pour toutes les personnes qui croient que c'est possible. Et si cette personne décide de ne pas y croire et qu'elle veut continuer à subir le stress, subir la négativité, subir tous les sentiments négatifs, toute la vie, etc., c'est son choix du coup. Et elle ne pourra pas contrôler. Mais c'est son choix de ne pas contrôler. C'est son choix parce qu'elle décide de ne pas y croire. Voilà. Ok, c'est clair, c'est net. La concentration, est-ce que ça te parle? La concentration, oui. J'aime le thème de la concentration. Oui, ça me parle. Pour moi, la concentration, ça passe par la visualisation. Mais je me rappelle de la définition de la formation de préparateur mental. Il disait que la concentration, c'était le tunnel duquel on sort lorsqu'on n'est plus sur notre tâche au moment présent. Pareil, en fait, quand tu es sur ce que tu fais et sur ta tâche au moment présent, tu es focus dessus, c'est dans ta concentration. Tu te concentres. Et donc, si c'est pour une performance, tu peux la visualiser pour être concentré dessus. Donc, tu fermes les yeux, tu t'imagines vraiment faire le mouvement. Mais la concentration, c'est essentiel, en fait, pour réaliser quelque chose
à fond, en fait, pour être à fond. Tant qu'en fait, on peut exécuter n'importe quelle tâche, mais si on n'est pas concentré dessus, eh ben, on la fera pas d'une manière optimale, en fait. Que ce soit en termes de temps, et ou en termes de qualité, et ou en termes de quantité. Alors j'ai une question qui me mord les lèvres, c'est tu fais beaucoup de coaching de souplesse, c'est quand même quelque chose qui met moi en fait je suis un peu raide, donc du coup si je me mets à faire de la souplesse, mine de rien ça tire, donc je le vois juste quand je fais du Muay Thai à la fin de la séance, donc ça c'est douloureux. Est-ce que tu penses que pour apprendre à supporter la douleur pour progresser? C'est marrant parce que j'ai beaucoup de personnes, que je rencontre, autour de moi, en fait. Pas des personnes qui prennent déjà mon cours, mais tu vois, des personnes, dans la rue ou des choses comme ça. Quand je dis ce que je fais, elles me disent, ah, mais ça fait mal, j'aimerais bien, mais en fait, on me parle de souffrance. Comme là, tu viens de me dire, faut souffrir pour pouvoir progresser. Et ben, là, je réponds que c'est toi qui décides de mettre la sensation que tu ressens dans la case souffrance. C'est toi, en fait, qui le décide. À la base, ce n'est qu'une sensation. En fait, l'assouplissement, quand tu dis que t'es raide, alors je ne t'ai pas vu, hein, Sébastien, je sais pas quel est ton niveau de souplesse, mais déjà, si un jour tu comptes t'assouplir, pour moi, t'es pas raide. Parce que déjà, rien que d'avoir cette volonté de gagner en souplesse, pour moi, déjà, t'es souple d'esprit. Déjà. Ensuite, la souplesse d'esprit va améliorer et va permettre une souplesse de corps dans de bonnes conditions. Mais quand quelqu'un me dit, par exemple, oui, je suis raide parce que j'ai pas mon grand écart, je réponds à la personne, mais en fait, ton grand écart, tu l'as. C'est juste que il n'est pas à 180 degrés. C'est une histoire d'amplitude. Tout ça pour te dire, Sébastien, que si tu te mets à la souplesse, quand tu vas te mettre à la souplesse, à faire une séance d'assouplissement, eh ben, selon ton amplitude, tu seras pas dans la souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'as des seuils, en fait. Et puis, si tu penses que tu dois rester dans une posture, si t'es vraiment dans la souffrance, ton corps, enfin, ton cerveau, en fait, ne te laissera pas dans cette posture. Si t'es vraiment dans la souffrance. Par instinct de survie, on ne te laissera pas. Ton mental, ton cerveau, ne te laissera pas dans la vraie souffrance. La vraie souffrance, c'est la souffrance de la blessure, en fait. Parce que la blessure, c'est une information. Quand tu te blesses, je pense que tu le sais, c'est en fait une information. Une information que ton corps et que ton cerveau t'envoie pour te dire là, c'est pas adéquat. Ça, c'est de la souffrance. Avant d'être dans la blessure, tu peux avoir quelques avertissements. C'est-à-dire quand ça tiraille de manière, tu vois, je vais dire négativement, tu vois, parce que aller au-delà, ça craquerait. Mais sinon, cette sensation qui est inconnue et qui peut ne pas être agréable pour beaucoup de personnes et qui souvent le devient d'ailleurs. Mais quand tu commences, souvent c'est très désagréable, mais c'est désagréable pourquoi? Parce que t'as pas l'habitude de faire ça et que donc tu sors de ta zone de confort. Mais ton mental, il veut quoi? Le mental, il veut rester dans la zone de confort, c'est sa facilité. C'est pour ça en fait que c'est pour ça que ton cerveau met cette sensation dans la souffrance. Mais en réalité, c'est pas de la souffrance, c'est juste une sensation. Cette sensation qui, à la première séance, sera de la souffrance, tu vas comprendre que tu t'en es bien sorti et tu vas sûrement très bien te sentir après la séance. C'est-à-dire que cette séance-là t'aura fait du bien. Du coup, déjà, ça m'a fait du bien, la notion de souffrance, on l'oublie. Du coup, la deuxième séance d'assouplissement sera un peu plus agréable. Puis la troisième, un peu plus agréable. Puis la quatrième, un peu plus agréable. Ça s'appelle l'adaptation neuromusculaire. Mais ce qui se passe, c'est que cette sensation, ce n'est qu'une sensation. C'est toi qui décides que ce soit de la souffrance ou pas. Et si c'est de la souffrance, si tu estimes que c'est de la souffrance, tu peux très bien réduire un petit peu ton amplitude, que ça sorte de la case souffrance, mais que tu sois encore
en train de t'assouplir. Parce que ton objectif, c'est de t'assouplir. Bon, c'est noté. On va essayer de s'assouplir alors. Vraiment, hein, le fait de vouloir, tu vois, s'assouplir, ça montre déjà une souplesse d'esprit déjà. Et l'esprit et le corps travaillent ensemble. Donc, quelqu'un qui souhaite s'assouplir, pour moi, n'est pas raide. C'est pas parce que tu n'es pas souple que tu es raide, en fait. C'est ça que je veux dire par là. C'est parce que tu n'es pas souple J'avais compris. que tu es raide. C'est pas parce que tu es pas gros que tu es maigre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il fait pas chaud qu'il fait froid. Donc, il y a des petites subtilités comme ça qui font que, en employant un terme péjoratif, tu alimentes ton cerveau et ton mental dans cette négativité. Alors qu'en réalité, comme je te le dis, c'est pas parce que tu n'es pas souple que tu es quelqu'un de raide. Pour moi, tu es déjà souple. On n'a juste pas la même amplitude. En tout cas, c'est top. Mais est-ce que là, tu peux lever tes bras sur le côté? En principe, oui, je devrais y arriver. Ton bras droit et ton bras gauche. Tu regardes ton bras droit, tu regardes ton bras gauche, et ben déjà, tu sais faire le grand écart des bras. Tu vois? Ça t'a pas fait mal. C'est long. Bon. Toi, t'es en grand écart 180 degrés. Et tu peux même monter si tu veux. Ou descendre. J'incite à tous les gens qui nous écoutent à essayer le grand écart des bras. Voilà. On arrive sur la fin de notre podcast. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à la jeunesse? Eh ben, de contrôler ses pensées. Alors, non, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, alors là, on n'en a pas du tout parlé, ça sort de nulle part, mais c'est essentiel, rechercher sur Internet. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de découvrir votre design énergétique. Ce qu'on appelle le Human Design, le HD. Votre design énergétique pour être le plus aligné possible avec vous-même. C'est en fait votre empreinte énergétique. Et à partir de là, elle est unique. Donc là, on est bien au-delà. C'est pas comme si je disais « Ah, bah t'es lion, ah bah ça veut dire t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça ». Le design énergétique, c'est selon du coup ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton heure de naissance. Et elle est unique. C'est ton empreinte en fait énergétique. Et ça va te permettre de comprendre pourquoi, en fait, d'être aligné énergétiquement et de comprendre comment tu fonctionnes. Et une fois que tu comprends comment tu fonctionnes, ben, tes actions, tu peux les optimiser pour être le plus aligné possible énergétiquement et du coup, atteindre tes objectifs de la meilleure manière pour toi possible. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais donner mais vraiment à toute la planète. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faudrait apprendre ça à l'école. Ça devrait être primordial. Parce que une fois que tu connais ton design énergétique, et si tu connais le design énergétique de ton voisin, tu comprends pourquoi ton voisin réagit comme ça quand tu lui parles comme ça, alors que toi, ton intention, c'est celle-là. Et du coup, tu comprends comment lui parler pour qu'il soit dans les meilleures dispositions, en tout cas les mêmes que les tiennes, etc., etc. Si tout le monde connaissait le human design de tout le monde et si tout le monde connaissait son propre human design, il n'y aurait plus aucun conflit sur Terre au niveau relationnel. On n'aurait pas. Donc vraiment, le meilleur conseil que je puis donner, c'est ça. Et une petite citation. Tu connaissais toi, Sébastien? Non, je ne connaissais pas. Je vais aller mon human design sur Internet. Je vais aller faire ça. Une petite citation pour finir ce podcast. J'en ai deux pour toi. Est-ce que je peux en mettre deux ou t'en veux qu'une seule? Ah, tu peux en mettre deux, hein. On est généreux. Ça marche. Alors la première, ce sera « La victoire est un état d'esprit ». Voilà. La victoire est un état d'esprit parce qu'en fait, l'échec n'existe pas, au final. Non. Après tout ce qu'on a... L'échec n'existe plus, en fait. Après tout ce qu'on a dit, l'échec n'existe plus. Du coup, la victoire est un état d'esprit. Et la deuxième phrase que j'ai à dire, c'est « L'univers travaille pour toi ». Bon, de belles phrases. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences sur lesquelles je m'appuie pour progresser. Et on va s'appuyer sur l'univers pour nous guider. C'est ça. Super. Bah écoute, Prana, je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer ensemble pour ce podcast. Avec plaisir, Sébastien. Merci à toi. Bah, je te dis à très vite. Oui.